Donc, on a le choix entre le salariat et l'entrepreneuriat. Mais on a l'avantage d'avoir un pont entre les deux, qu'on appelle l'intrapreneuriat. Commencer en tant que salarié, gérer efficacement cette carrière de salarié, gérer efficacement ces ressources obtenues grâce à cette carrière de salarié, investir à travers les épargnes qu'on aura eu à faire, développer une entreprise ou plusieurs entreprises même en réalité. Et comme j'ai l'habitude de dire, développer les 7 sources de revenus que moi je connais. D'accord? Donc, par rapport au premier point, faites le choix très tôt afin de vous permettre facilement de choisir qui est votre leader. Votre leader, c'est ce qui nous amène au deuxième point. Votre leader qui peut être soit un mentor ou un coach. Donc, pour parler de mentoring et de coach, il faudrait que nous fassions un peu le distinguo entre ces deux mots. Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, je commence à le constater ici au Mali, critiquent un peu le terme coaching. Donc, on va essayer un peu d'étayer les deux, faire la différence. Un mentor, c'est quelqu'un qui a réussi à faire déjà ce que vous voulez faire. Et un coach, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas fait ce que vous voulez faire, mais a les prédispositions pour vous aider à atteindre cet objectif. D'accord? Les connaissances, les compétences nécessaires pour pouvoir vous appuyer à atteindre un objectif que lui-même n'a peut-être pas atteint. Donc, partant de ce fait, le choix est clair, on est tous d'accord, unanime qu'on a plus de chances, on a moins de risques en choisissant un mentor. On est tous d'accord sur ce point-là. Donc, le choix vous revient. Tout dépend en réalité des critères que vous assignez dans le choix de votre leader, mentor ou coach. Donc, en fonction de ces critères-là, vous saurez si c'est un mentor ou un coach qui vous convient. D'accord? Ensuite, il faudra d'abord élaborer votre propre plan, selon vous, à travers quel plan vous pouvez quitter du point A auquel vous vous trouvez le jour où vous prenez la décision, au point B qui est l'atteinte de votre objectif. Donc, la réussite de votre carrière. Donc, ce plan est forcément à discuter avec votre mentor, coach que vous aurez choisi, parce que ce dernier peut et a les dispositions en réalité pour voir dans ce plan tout ce qui peut ne pas marcher, vous le signalez, vous proposez soit de carrément les exclure ou des pistes d'amélioration de ces points-là. Donc, le plan il est très important, comme je l'ai dit, quand il s'agit d'être un salarié. Il y a d'abord le point A auquel vous êtes, soit vous êtes sans emploi, étudiant ou stagiaire, ou bien on peut même encore avancer un débutant dans une entreprise. En fonction de votre domaine et du choix que vous faites, le plan de carrière, normalement, doit vous amener à un point où on peut dire que c'est le sommet de la ligne directive de votre profession. Donc, peut-être lors des questions, on va peut-être essayer d'échanger un peu sur le choix de tout un chacun, la profession, d'accord, si c'est les salariés ou le choix d'entreprise pour ceux qui veulent entreprendre, ou bien les deux combinés avec le point d'entrepreneuriat. Ensuite, au quatrième point, je l'ai dit que je le reprends. Il faudrait avoir l'état d'esprit. Sachez que le plan, c'est comme un terrain plat. Mais la réalité est tout autre. Donc, il faudrait être convaincu de ce qu'on veut, avoir le courage de démarrer, la persévérance de continuer, la patience
d'accepter que le résultat ne vient pas aujourd'hui. Cet état d'esprit est indispensable pour l'atteinte de tout objectif. Donc, il est clair et net que sans un état d'esprit assez élevé, sans être assez dur comme chèque, il vous serait difficile d'atteindre vos objectifs dans notre monde. Ensuite, en 5e position, on parlera maintenant de payer le prix. Vous savez, après l'état d'esprit, souvent en ayant un état d'esprit assez haut, en ayant en réalité fait tout ce que l'on doit, on se rend compte en réalité que il nous faut plus que ce que souvent nous pensons pouvoir. Il y a un prix à payer pour une réussite. Perdre des amis en fait partie. Perdre en amour en fait partie. Perdre en argent en fait partie. Perdre du temps, selon le cas, en fait partie. Il y a un prix à payer pour tout ce que l'on fait. Une des preuves même aujourd'hui est quoi? Qu'aujourd'hui, vous êtes là avec moi, ce n'est pas parce que vous n'avez pas autre chose à faire. Mais il vous faudra forcément laisser tout ce que vous avez à faire parce que vous pensez avoir quelque chose qui va vous mener vers votre destinée. C'est-à-dire que dans votre plan de carrière, cette formation vous est importante pour réussir. Donc, tout ce qui viendra, vous êtes prêt à le sacrifier, à perdre. Il y a un sacrifice énorme à faire. Un sacrifice énorme à faire, qui est le prix à payer lorsque nous voulons réussir. Dans votre plan, mettez en réalité bien au clair tous les sacrifices sans lesquels vous ne pouvez pas réussir. Acceptez ces sacrifices, cher ami, payez le prix. C'est le secret pour réussir. Ensuite, en 6e point, nous allons parler de l'auto-évaluation. Vous savez, il est bien facile de faire un choix, souvent. Également, de choisir un mentor, d'élaborer un plan. Souvent, on a aussi l'état d'esprit. On est prêt à payer le prix, mais souvent, tout ne se passe pas comme on le veut. Donc, il est important, même quand tout se passe comme on le veut, d'avoir des indicateurs. D'accord? D'avoir des indicateurs, de faire un tableau de bord, comme on peut le dire, qui va vous guider en réalité. Vous avertir à tout moment lorsqu'il y a un danger, c'est-à-dire dans votre cas, lorsque vous quittez la ligne directrice que vous êtes assigné au départ. Et vous permettre aussi, ce tableau de bord aussi doit vous permettre en fait d'avoir aussi des pistes de solutions pour revenir sur la ligne directrice assignée. Ensuite, en certains points, je le dis et le maintiens, la formation est indispensable au cours de son processus. Aujourd'hui, vous l'avez bien remarqué, comme on le dit, dans l'évolution de notre monde, aujourd'hui, il y a un facteur clé que nous venons de découvrir. Bon, nous, en Afrique, d'ailleurs même que nous refusons encore, qu'est la technologie, qui aujourd'hui nous oblige à complètement changer nos comportements. Complètement changer nos comportements. Cela sous-tend une capacité d'adaptation. S'adapter en se formant, en cherchant à acquérir à chaque fois des compétences, puisque si vous avez un tableau de bord et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la ligne directrice, faute d'une compétence qui vous manque, il est indispensable d'aller
à la quête de cette compétence-là pour pouvoir revenir dans la ligne directrice de votre carrière qui vous est assignée. Donc, voici en 7 points, selon moi, comment planifier, exécuter, mesurer l'exécution de son plan, évaluer l'exécution de son plan et corriger au cas où les dérives dans l'exécution de son plan. Donc, je pense qu'on va plus passer aux questions-réponses, prendre des cas pratiques avec les uns et les autres, selon leur choix, qu'on va essayer en réalité de résumer un peu leur plan qu'ils peuvent avoir. Donc, je te redonne la parole pour encore essayer de modérer de telle sorte que nous puissions avoir quelques cas. Merci. D'accord. Alors, les amis, qui veut se lancer? Il n'y a pas de bénévole? Moi, ce serait peut-être pour juste un peu d'éclaircissement. Au niveau où il parlait du tableau de bord, s'il pouvait donner un peu plus d'explications sur ça, parce que c'est un outil qui est un peu complexe en quelque sorte. Bon, en réalité, l'outil n'est pas complexe. Ça dépend en fait de vos objectifs à atteindre. Parce qu'un tableau de bord, il est simple à élaborer. Sur les deux bouts, il y a ce qu'on doit faire. D'accord? Et là, on doit arriver. C'est simple. Un tableau de bord, c'est qu'est-ce que je dois faire pour arriver à quel résultat. Maintenant, à l'intérieur de ce tableau de bord, il faut que je puisse, de façon périodique, avoir des éléments qui me montrent en réalité que je suis sur la ligne directrice de mon objectif que je me suis assigné, c'est-à-dire des indicateurs de performance. D'accord? C'est pour cela que je vous ai dit, il serait plus facile en réalité pour vous de prendre des cas parce que ce serait pratiquement un cours théorique, alors que ce thème est plus pratique en réalité que théorique. Parler de tableau de bord, ce serait vaste. C'est un outil de contrôle de gestion. Vous imaginez un peu, ce serait... Mais de façon pratique, il serait plus simple d'expliquer à quelqu'un à travers son projet, son plan, comment faire un tableau de bord, comment mettre des indicateurs qui peuvent lui permettre de savoir si toutefois il est dans la ligne directrice d'atteinte de son objectif ou s'il ne l'est pas. OK. Ça va un peu? Est-ce que vous êtes satisfait de... Si, c'est bon, merci. Ouais, d'accord. Oui, moi j'ai une question. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat et ça, cette option-là, c'est pour justement aboutir à l'entrepreneuriat complet ou c'est justement un style de vie, entre guillemets, j'aime faire les deux, donc je fais les deux, ou sinon c'est pour me préparer au fait à être entrepreneur à 100%. Comme je l'ai dit, c'est un pont en réalité. Moi, je vais juste peut-être vous expliquer mon cas parce que je pense que ça parle exactement de moi. Je suis en formation pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable. D'accord? Après l'obtention de ce diplôme-là, j'ai le choix entre ouvrir moi-même un cabinet d'expertise comptable, donc qui est aussi une entreprise, d'accord? Ou m'associer à un cabinet qui existe déjà. Donc, c'est-à-dire devenir un entrepreneur. Donc, partant de là, je suis salarié pour l'instant dans un cabinet d'expertise comptable, mais qu'à cela ne tienne, j'ai aussi une structure de formation. On se comprend? Je suis un salarié entrepreneur, puisque le domaine dans lequel je veux m'investir dans l'avenir est un domaine purement technique qui demande d'avoir des compétences et des connaissances. C'est un domaine dans lequel on ne peut pas tâtonner. Tu comprends? Donc, ça nécessite forcément d'avoir aussi dans ce cas-là un mentor ou un coach, puisque dans le processus, il faudrait d'abord avoir des diplômes intermédiaires, être coaché, d'accord, ou bien suivi par un mentor qui doit être un expert comptable diplômé. On se comprend? Donc, il doit vous apprendre comment se passe ce métier, comment on crée un cabinet, comment on organise son cabinet,
comment doit se faire le travail même d'expertise. Vous comprenez un peu? Ok. Donc, mon cas, qui veulent en réalité quitter comment on appelle ça, de zéro à être entrepreneur, sans dépendre de quelqu'un, c'est une option de salariat. Puisque dans la planification de la carrière, si nous prenons le cas d'un salarié, vous allez bien le remarquer, c'est simple. Pour tous ceux qui ne planifieront pas leur carrière en tant que salarié, au départ, vous allez voir qu'ils ne sont que des stagiaires sans rémunération. Ils arrivent, vous devez aller travailler et revenir à la maison sans souci. Après un certain temps, ils arrivent à avoir une petite rémunération de stagiaire. Mais vous allez voir que 3 mois après, sans planification, cette rémunération ne suffira pas. Ils arrivent même à être salariés souvent, pour ceux qui ont la chance. Ils gagnent 5 fois ce qu'ils gagnaient en tant que stagiaire, mais au bout de 3 mois, ces sous ne suffisent pas. Cela, en réalité, est dû à un manque de planification de sa carrière. Parce que pour évoluer, même en tant que salarié, on a besoin d'un certain nombre d'éléments. C'est quoi? De progresser d'un poste à un autre, jusqu'à gravir les échelons dans son département ou dans son secteur professionnel. Encore, pour ce faire, on a forcément besoin d'un certain nombre de choses. 1, de l'expérience professionnelle, mais 2 aussi, de certaines compétences qu'on ne trouve pas forcément dans l'entreprise. Donc, des compétences qui nécessiteront à ce que vous investissiez dans votre formation. On se comprend? Donc, pour ce faire, il vous faudra d'abord faire un choix de ce que vous voulez devenir dans un délai bien déterminé. Ensuite, comme je l'ai dit, choisir quelqu'un qui a déjà réussi, qui peut vous aider à monter un plan. D'accord? Et si vous avez ce plan-là, il faudrait l'exécuter dans le plan. Quand on prend le cas des salariés, on s'est dit qu'en réalité, il y a environ 3 éléments qui sont indispensables. Le premier élément, c'est de gagner en compétences de façon interne, c'est-à-dire que maîtriser parfaitement son travail. D'accord? Au fur et à mesure, maîtriser son travail. Gagner en vitesse d'exécution pour permettre aussi à ses aînés de pouvoir les confier des tâches qui dépassent aussi votre niveau, afin de vous permettre aussi de les suppléer le jour où ils ne sont pas là et le jour où ils partent, de pouvoir carrément les remplacer. Et secondo, il y a souvent des diplômes et des certificats ou attestations qui sont nécessaires pour votre évolution. Donc, cela sous-tend d'abord que vous puissiez épargner, donc faire un plan aussi de gestion de vos ressources financières. Parce que tout ce qu'on gagne n'est pas forcément à bouffer. L'argent vous appartient, mais si vous consommez tout ce que vous gagnez, vous savez là où ça va vous mener. Donc, dans ce plan-là, il est important, comme je l'ai dit, de prendre en compte un point essentiel qui est l'épargne. Et l'épargne aussi, il faudrait aussi définir en réalité l'objectif ou la destination finale de cette épargne-là. Sinon, l'argent qu'on épargne, qui n'est pas épargné pour un objectif bien déterminé, finira par être consommé. Ça, c'est clair. Donc, dans l'épargne, il y a l'évolution, l'épanouissement et beaucoup d'autres choses. Toutes les réalisations qu'on veut faire, qui ne sont même pas forcément professionnelles, mais le côté professionnel est extrêmement important parce que l'évolution aussi de la rémunération en dépend. Donc, pour les salariés, vous verrez qu'il aura besoin aussi d'épargner. Donc, dans son plan, de faire de l'épargne. Donc, ça, c'est, comment on appelle ça, des éléments dont tous ceux qui veulent être salariés et progresser en entreprise, dans la même suscité, est-ce que le prestataire de service est considéré comme un salarié ou un entrepreneur? OK, donc ça, on rentre un peu dans le cadre de l'entrepreneuriat. Le prestataire est considéré en réalité, ça demande des prestations parce qu'aujourd'hui, les contrats qui nous lient ne sont pas clairs. Un prestataire qui preste en fait de façon exclusive pour une entité est un salarié. Mais un prestataire qui preste de façon temporaire ou bien par intermittence est un entrepreneur en réalité. Donc, vous pouvez juste retenir qu'il y a les entreprises individuelles, d'accord, qui peuvent reposer sur une seule personne. Donc, dans le cas, comme le cas des prestataires, et il y a des entreprises aussi qui sont des entreprises de capitaux en réalité, dans lesquelles il y a un capital
D'accord? Il y a aussi des ressources humaines. Même certaines entreprises individuelles aujourd'hui commencent même à recruter également des salariés. Parce que vous savez que chez nous, dans notre pays, le secteur informel occupe en fait une place majoritaire par rapport au secteur formel. Donc, pour le... Excusez-moi, c'est une question que j'ai reçue, mais en écrit. Je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'il a écrit. Je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'il a écrit. Oui, c'est moi qui l'ai posé. OK. C'est dans la même, il dit dans la même logique, est-ce que le prestataire de service est considéré comme salarié ou entrepreneur? Voilà. Donc, je réponds que ça dépend en fait des termes qui lient ce prestataire-là. Donc, il peut être considéré comme un salarié si les prestataires à temps plein. D'accord? Peut être aussi considéré comme un entrepreneur si c'est quelqu'un qui preste pour plusieurs personnes et par intermittence. Ça va? C'est bon? Vous êtes satisfait? Oui, j'ai compris. Merci. Merci. Merci bien. J'avais une autre question, si c'est possible. En fait, D'accord. Hein? Allez-y, il n'y a pas de souci. D'accord. En fait, je suis d'accord avec vous que le table salarial est important et tout. Mais ici, en fait, on nous parle d'un profil qui, on va dire, qui est jugé par beaucoup de personnes, les professeurs avec qui on a l'habitude d'avoir des cours. Ils nous parlent d'un profil du personnel de l'entreprise par excellence. Enfin, on va dire un profil architecte, maçon et étudiant. Bon, juste pour avoir votre avis, vous pensez que, en fait, ce profil peut être adapté à une seule personne ou bien c'est un profil qui, voilà, c'est une seule personne qui s'occupe non seulement de l'architecture, du développement de l'entreprise jusqu'à la maturité et de la croissance continue, ou si c'est mieux à long terme de diviser afin que chacun évolue ensemble au sein de l'entreprise. Je n'ai pas bien saisi votre question. La question, c'est... Juste votre avis sur ce profil. Si c'est une personne qui doit s'occuper seulement de ce profil, ou si c'est mieux de partager, profil architecte, maçon, étudiant. Enfin, c'est comme conception, développement et amélioration continue. Voilà. Vous êtes du secteur du BTP? Non, je suis étudiante. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Donc, si je comprends bien, vous parlez en réalité du salarié ou de l'entrepreneur? Non. Entreprise même, genre les salariés. Ok, être un entrepreneur? Non. Bon, si vous voulez, parce que les deux, ça marche, entrepreneur comme salarié. Vous êtes où actuellement? Vous posez la question en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur? En tant que salarié et en tant qu'entrepreneur. Oui, dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Bon, disons qu'étant salarié, est-ce que forcément on décide en réalité, ça dépend du poste hiérarchique qu'on occupe. Sinon, il n'est pas dit que forcément vous intervenez en fait dans le plan stratégique de l'entreprise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'avenir de l'entreprise se décide entre les associés et les propriétaires, c'est-à-dire les propriétaires. En fait. Donc, étant salarié, il est difficile de dire qu'on va assimiler en réalité cette question-là à un salarié. OK. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et point de vue entrepreneur? Mais dans le cas d'un entrepreneur, d'accord, on peut se dire qu'un entrepreneur débutant n'a même pas le choix que de faire ça. D'ailleurs, même c'est la meilleure des choses même qu'on doit faire parce que je suis de ceux qui pensent que même si vous avez des millions, il faut démarrer petit, progresser au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments. Donc, ça sous-tend qu'il faudrait pouvoir faire occuper les trois niveaux dont vous parlez. On se comprend? Parce qu'un bon entrepreneur, en réalité, c'est celui qui peut cibler chaque élément de son entreprise, chaque salarié à son poste en cas de besoin. Parce que comme on a l'habitude de dire aux gens que l'entrepreneur, c'est l'homme le plus libre, c'est entreprendre, c'est avoir du temps, chose que selon moi, personne ne travaille plus qu'un entrepreneur selon moi. D'accord? Donc, cela va vous permettre en réalité de maîtriser toutes les chaînes de l'organisation de votre entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, vous n'avez même pas le choix, sauf si vous avez les moyens. Vous devez forcément faire tout le travail vous-même.
d'accord, au fur et à mesure de l'évolution de la croissance ou de la croissance de votre entreprise, vous aurez forcément besoin de certaines personnes pour vous aider. D'accord? Et c'est à vous d'apprendre ça. Sinon, ça vous coûtera plus cher. Donc, je pense que le meilleur profil pour un entrepreneur, c'est avoir les 3 dimensions dont vous venez de parler en réalité. OK. Merci. Mais pas de quoi. Et bonsoir à tout le monde. Je voudrais savoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et si c'est... Moi, je voudrais poser une question, à savoir, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il faut... Oui, c'est Abdoulaye, c'est Moussa. Il ne faut pas se voiler la face, quitter de l'étape des salariés à l'entrepreneur ou même atteindre son indépendance financière. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Moi, ma question, c'est de savoir si aujourd'hui nous sommes salariés et que l'on a trop de tâches à effectuer au travail. Donc, du coup, selon vous, quelle est la stratégie ou quel comportement on doit adopter pour pouvoir développer, autrement dit, comment on va dire, une vie entrepreneuriale à part, sans pourtant laisser cette vie de salarié. Est-ce que je me fais comprendre? Merci beaucoup. J'ai très bien compris la question. Ça, en fait, ça m'emmène à 2 points des 7 que je vous ai dit. 1, le plan, et 2, aussi le prix à payer. Mais avant de répondre en fait à ta question, j'aimerais juste dire qu'en réalité, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose aujourd'hui de nos jours qui soit facile. Parce que selon moi, il est temps que nous jeunes, nous essayons un peu d'abolir le mot facile de notre dictionnaire en réalité. Si vous le remarquez bien, l'autre jour, j'étais juste à la banque, je suis parti faire une opération et quelqu'un dit que le monde devient compliqué parce qu'aujourd'hui, même pour consommer l'argent qu'on a gagné, on doit fournir des efforts. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, c'est pour vous dire que rien ne sera plus facile et rien ne sera plus comme avant. Donc, pour revenir à votre question, étant salarié, vous travaillez pendant combien de temps? Eh bien, toute la journée, et de 8h à 18h. Et ça, c'est des heures qui sont... Ça, c'est les heures normales. Mais normales, il y a des jours, il y a des heures aussi. Et même les samedis. Si, je comprends. Je suis aussi salarié entrepreneur, comme je vous l'ai dit. Donc, pour ce faire, en réalité, sur ce plan-là, il faudrait être clair et précis. Aucun texte juridique ne vous exige de travailler plus de 8 heures par jour. On est d'accord? C'est bon? Oui. Secondo, les gens le font par abus, peut-être, et surtout, en réalité, du fait comment on appelle ça, de l'état d'esprit, du mental faible de ceux qui sont salariés. Vous avez des devoirs, mais aussi des droits en réalité, étant salarié. Et parmi les droits, c'est le droit au repos. Votre temps, vous avez un temps de travail qui est votre devoir, vous avez un temps de repos qui est votre droit. On se comprend? Et souvent, la plupart, même ceux qui dépassent les heures, ce n'est pas souvent forcément dû en réalité comment on appelle ça, à l'employeur. La majeure partie, il faut aussi les reconnaître, comme je l'ai dit. Souvent, il faut faire l'état des lieux. Il faut les reconnaître que la plupart de nous, aujourd'hui, ne faisons pas correctement les travaux qu'on doit faire dans les délais impartis. Donc, cela nous exige de faire, en fait, de fournir des efforts complémentaires en termes de temps. Donc, utiliser notre temps de repos pour travailler. Parce que la gestion du temps aujourd'hui est un élément important qu'il faut maîtriser. Et quand on maîtrise, qu'il faut appliquer avec sérieux. D'accord? Si vous remarquez bien, pour ceux qui travaillent plus de 8 heures par jour, certes, il y a des gens qui ont la pression de l'employeur, c'est possible. Mais je dis que la majeure partie, c'est parce que ces derniers-là n'ont pas fait utiliser à bon escient d'abord les 8 heures qu'on les a données pour faire le travail. Donc, ce qui fait des coûts cachés pour l'employeur. Donc, vous êtes obligé de compenser parce qu'on vous a donné un deadline pour faire un travail. Et mis à part ça, il est rare de voir aujourd'hui ceux d'entre nous aujourd'hui qui dorment plus de 6 heures. Pour ceux qui sont conscients et qui ont choisi en réalité de mener en fait une vie de carrière, comme le débat le dit aujourd'hui. Donc,
6 heures. Supposons que vous faites 10 heures même, comme vous le dites, en train de travailler tous les jours, du lundi, samedi, c'est demi-journée, on le connaît, on le comprend, du lundi au vendredi. Maintenant, c'est 10 heures, plus 6 heures de repos pour vous. Et il vous reste combien sur les 24 heures? Allô, Moussa, vous êtes là? Il me reste 8 heures. 8 heures, je suis là. Il me reste 8 heures. 8 heures, c'est bon? Ces 8 heures-là, qu'est-ce que vous en faites? Oui, allô? 8 heures. Voilà, là, toute la question. Il y a environ... Arrêtez. Voilà. Donc, même, bon, simplement, c'est bon? Vous avez vu que vous avez du temps pour travailler sur autre chose. Très bien. Maintenant, venons en réalité au plan. Ça va? Dans le plan, pour passer d'un salarié à un entrepreneur, il y a en réalité des objectifs à atteindre. Il y a des objectifs à atteindre. Puisqu'en réalité, si on exécute ce plan-là, l'objectif, c'est de quitter en réalité le salariat. On est d'accord? On est d'accord? Oui, bien. Quitter, en fait, je l'explique, mais quitter en réalité pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Pour moi, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais dans mon cas, ce serait de mener une vie de salarié, c'est-à-dire mener salarié à haut niveau et en même temps avoir une vie d'entrepreneur. Donc, du coup, dans ce cas, il faudra non seulement, je pense, c'est donner, c'est sacrifier côté salarié, côté entreprise, montrer sa valeur, c'est donner pour pouvoir, comment on va dire, gravir les échelons. Et aussi, donc du coup, c'est pourquoi je pose cette question. Je reviens. En réalité, ça exemple, pour quitter des postes de simple agent, donc du coup, oui, apparemment, on dirait que son réseau n'est pas très stable. Bon, on dirait qu'on a un problème de réseau. Moi, je peux intervenir. Oui, non, je voulais juste rebondir en réalité sur sa question. Bon, en fait, mon objectif, c'était de ne pas utiliser forcément des auteurs ou des gens qui ont écrit, mais je pense que de façon simple, on va juste utiliser 2 éléments. Le premier élément, c'est juste de regarder un peu le cash flow cadran que Kiyosaki nous a fait. Dans ce cash flow cadran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité, tous ceux qui gagnent un revenu dans le monde sont répartis en 4 grandes familles. La première famille, ce sont ceux qui ont un emploi. La seconde, ce sont ceux qui s'auto-emploient. La troisième partie, ce sont ceux qui ont des entreprises. Donc, un support système, un système qui tourne, qui travaille avec ou sans eux. D'accord? Et la quatrième partie, c'est les investisseurs. En réalité, lui fait une confusion entre être entrepreneur et investisseur. Puisque si on est salarié et qu'on décide de créer une entreprise à côté, c'est-à-dire une seconde source de revenus, qui est une entreprise, l'entreprise va forcément croître. Et à chaque fois que l'entreprise croît, l'entreprise demande un peu plus de votre temps. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est extrêmement important de faire un plan. Et dans ce plan-là, il y a un tableau de bord. C'est-à-dire que dans ce tableau de bord, vous devez vous définir en fait certains objectifs. Dont le premier est quoi? De chercher à ce que rapidement votre entreprise dans laquelle vous travaillez ou sur laquelle vous travaillez à temps partiel, c'est-à-dire si on prend le cas de 4 heures jour, contrairement à votre emploi de salarié, où vous faites 8 ou plus que ça par jour, essayez d'avoir un revenu de cette entreprise-là qui équivaut à votre revenu en tant que salarié. À partir de cet instant-là, vous pouvez prendre une décision en réalité de vous consacrer à cette entreprise-là. Puisqu'en réalité, plus l'entreprise vous demande du temps, aucun employeur ne va accepter en réalité que vous lâchiez, puisque lui, il va continuer à vous payer de façon normale. Donc, il ne va jamais accepter en réalité de vous payer de façon normale et que vous ne travaillez pas, vous ne faites pas le travail qui est la contrepartie de façon normale. Donc, il y a un objectif quand on veut faire un pont entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et donc,
dans cette transition-là, il y a un premier élément qui est le revenu. Parce qu'en réalité, si vous prenez les deux cas, il y a un lien qui est là, qui est en réalité le revenu et l'argent, dont on parle mal, on se cache, mais c'est l'objectif en fait de départ. Il faut se le dire. On part travailler pour gagner un revenu. On entreprend pour gagner plus. Donc, si vous voulez quitter le salarié entrepreneur, c'est-à-dire que vous commencez en tant qu'entrepreneur, donc vous allez travailler sur un projet à temps partiel, c'est-à-dire que votre temps libre, d'accord, développer cette activité-là et essayer de vous créer en fait des revenus. Donc, l'objectif, le premier objectif serait d'amener le revenu que cette petite entreprise vous donne au niveau de votre salaire, pouvant vous permettre maintenant de vous libérer en réalité de cet emploi pour vous consacrer à part entière sur votre entreprise. Et je ne sais pas s'il est toujours là ou bien s'il a bien compris ce que je veux dire. Maintenant, on peut passer. Il y a quelqu'un qui est très positif. Je suis là, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Voilà, ça va, tu es Merci satisfait? beaucoup. Oui, ça va. Ok, très bien. Ok, moi je vais enchaîner avec un aspect que vous avez évoqué, l'investissement. Ok. Si toutefois j'investis dans je vous reçois un peu mal. Essayez juste de ou voir. dans une organisation, est-ce que cet investissement... Maïga, tu peux juste écrire, s'il te plaît. Maïga, tu peux juste écrire. Excuse-moi, je n'ai pas entendu le début, donc tu peux reprendre, s'il te plaît. Ok, je disais que si toutefois je faisais un investissement dans une banque, est-ce que cela fait de moi un entrepreneur? Tu es un investisseur. Je viens tout de suite. Peut-être que je vais étayer un peu, comment on appelle ça, comment on appelle ça. Je vais étayer un peu les 4 cadrans du cash flow. D'accord? Ça va? Oui, tout à fait, je vous écoute. Ok, donc je disais que dans le cash flow, en réalité, il y a 4 grandes familles qui se regroupent aussi en 2 grands groupes. Donc, il y a les employés et les auto-employés. D'accord? Comme l'autre l'a dit, par exemple, le cas du consultant, c'est quelqu'un qui s'auto-emploie lui-même et qui a en fait une activité qui n'est pas assez développée pour lui permettre de créer une entreprise, comme on appelle ça, de capitaux. D'accord? Donc, ces deux, prenons le cas même de nos boutiquiers. En réalité, ces deux-là sont dans ce qu'on appelle le revenu actif. On se comprend? Le revenu actif, c'est oui, je vous écoute. Les revenus actifs, en réalité, ce sont ceux qui, tant qu'ils ne se lèvent pas le matin, ils ne se lavent pas, ils ne sortent pas, on se comprend, ils ne gagneront rien. L'employé, s'il ne part pas travailler, son salaire est coupé. L'auto-employé, par exemple, un boutiquier, s'il n'ouvre pas sa boutique, il ne gagnera rien. On se comprend? Donc, ces deux-là sont dans le cas du revenu actif. On se comprend? Maintenant, de l'autre côté, il y a le business owner ou, comme on appelle ça, les propriétaires d'entreprise. En réalité, ces gens, ce sont ceux qui ont pu faire croître. Donc, c'est un schéma qu'on peut quitter. Donc, quitter salarié pour venir entrepreneur, c'est possible à travers ce schéma-là. Donc, ce sont ceux qui ont pu, en fait, développer une entreprise, créer un système dans lequel d'autres personnes aussi interagissent. On se comprend? Jusqu'à un niveau où eux-mêmes ne peuvent même pas être dans l'entreprise et gagner des revenus. On se comprend? Donc, ce dont vous parlez, payer des actions à la banque, vous êtes juste un investisseur, pas forcément un entrepreneur. On se comprend? Oui, tout à fait. On se comprend? Donc, par exemple, comment on appelle ça? À la banque, c'est entrepreneur, c'est quelqu'un qui laboure en réalité son champ. C'est toi qui crées ton entreprise, qui t'assoit pour le développer en réalité. Ça va? Parce que là, ça nous amène un peu à 2 logiques qu'on a dans le cadre de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la logique entrepreneuriale et la logique managériale. Ça va? La logique entrepreneuriale, c'est ça un entrepreneur. Quelqu'un qui crée son entreprise, qui lui-même travaille dans son entreprise pour le développer. Donc, vous êtes plutôt dans la logique managériale, c'est-à-dire que je n'ai pas créé une entreprise ou je l'ai créée, mais j'ai dépassé l'étape d'entrepreneur. On se comprend? Je quitte, mais je confie le management, la gestion de mon entreprise à quelqu'un d'autre. Là, je deviens un investisseur. Ça
Ça va, on se comprend? Ouais. D'accord. Vous avez une autre question? C'est très bien saisi. Merci pour l'étayement. Pas de quoi, c'est normal. Une autre question? Une autre question? Ok, moi, j'ai une question. Allez-y. Ok, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de dire, on peut être fonctionnaire et en même temps entrepreneur en même temps. Sur ce plan-là, il y a des aspects juridiques à maîtriser. Vous savez, quand vous décidez d'être un fonctionnaire, juridiquement, il vous est interdit de mener une autre activité à côté. Okay. C'est interdit. Voilà. Donc, vous pouvez être salarié dans le privé et investir dans autre chose. Okay. Donc, je ne sais pas si, peut-être que vous faites une conférence, vous voulez parler des salariés du secteur privé ou bien du secteur public. Si c'est le secteur public, c'est autre, parce que juridiquement, il n'est pas permis d'être dans le secteur public et, comme on appelle ça, de mener des activités génératrices de revenus. Ok, parlons du secteur privé, salarié au secteur privé. Et après, devenir entrepreneur en même temps. Moi, je pense que cela est possible dans les 24 heures. Ça ne va pas juste sur votre entreprise quelque part. Je vous reçois un peu mal. Ok, je suis en train de conduire en même temps. Je dis, si vous êtes salarié dans une entreprise, en même temps, vous êtes entrepreneur. Vous êtes en train d'investir. Est-ce que dans les 24 heures, si vous devez gérer les deux à la fois, est-ce que ça ne va pas jouer sur rentabilité quelque part? Sur? Ça ne va pas jouer sur votre rentabilité? Rentabilité à quel niveau? Où ça? Soit dans le secteur privé, soit dans ton entreprise. Pas forcément. Okay. Moi, je pense que ça serait... vous allez avoir un temps trop chargé pour gérer les deux à la fois. Pas forcément. C'est pour ça que j'ai dit... Allez-y. C'est pour ça que c'est interdit dans le secteur public de travailler dans une entreprise publique en même temps pour travailler pour soi. Non, ce n'est pas forcément pour ça que c'est interdit dans le secteur public. Dans le secteur public, il y a d'autres choses qui ont été définies comme critères pour lesquels ça a été en fait exigé de ne pas faire des activités générales. Ce n'est pas forcément ça. Dans le secteur privé, par exemple, comme je l'ai dit, pas forcément en réalité. Vous pouvez très bien faire votre travail. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez en réalité passer de salarié à entrepreneur, en réalité, il y a un plan à faire, il y a une méthodologie de travail, il y a des éléments à avoir pour pouvoir même démarrer d'abord. D'accord? Parce que le premier, il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le problème de financement. Le second problème, en réalité, c'est le problème de temps. On est d'accord? Donc, dans votre planification même de salarié, vous devez mettre dans votre plan, en réalité, une méthodologie d'exécution de vos tâches. L'objet, aujourd'hui, le monde va très vite. Et je vous donne un exemple simple. Il n'y a pas aujourd'hui, rares sont les tâches professionnelles qu'on exécute aujourd'hui. Si on a on appelle ça des logiciels de Office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint. L'objectif d'abord est de bien maîtriser votre travail et en second lieu, c'est d'automatiser des travaux que vous maîtrisez. Vous ne pouvez pas passer en réalité 8 heures sur les mêmes travaux pendant 2-3 ans. Quelque chose que vous maîtrisez, vous devez avoir des schémas d'automatisation en réalité. C'est pour ça aujourd'hui, on a les logiciels. Aujourd'hui, on a quoi encore? On a les applications, tout. Vous voyez, tous ceux qui travaillent, ils cherchent en réalité à exécuter plus en moins de temps. On se comprend? Donc, si vous arrivez à faire cela, parce qu'en réalité, étant un salarié, il y a un objectif qui vous est assigné, qui est une tâche à faire. Si vous finissez cette tâche-là, vous pouvez en réalité travailler sur vos projets individuels. Si vous voyez que les gens restent au boulot jusqu'à certaines heures, c'est certainement parce qu'ils n'arrivent pas à finir en réalité le travail dans le délai imparti. Généralement, je me dis que c'est
à cause d'une mauvaise gestion ou en réalité un abus. Est-ce qu'on se comprend? C'est bel et bien possible de le faire. L'efficacité, ça dépend de vous en réalité, pas de vos projets. C'est pour ça qu'il y a un plan. C'est comme aujourd'hui, si vous prenez, je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent mais qui étudient aussi. On se comprend? Qui cherchent des diplômes complémentaires. Ça arrive à la même chose. Le temps que tu passes à étudier, ce temps-là, tu peux le passer à travailler sur ton projet. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. C'est le même procédé en fait. Ce n'est qu'une extrapolation. C'est le même procédé. C'est pour ça que j'ai dit il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est quoi? C'est que vous n'aurez plus en réalité à vous amuser comme vous le voulez. Vous n'aurez plus à vous vadrouiller sur comment aller faire des grains, à aller sur des réseaux sociaux, faire, comment on appelle ça, juste vadrouiller sur les réseaux sociaux. Ça ne marchera pas. Si vous voulez réussir, vous êtes défini un plan de carrière, il faudrait avoir, comme je l'ai dit, le courage, la persévérance et la patience. C'est-à-dire que travailler à l'exécution de votre plan que vous êtes assigné. Ça sera très, très difficile. Il faudra un état d'esprit pour supporter à un certain moment, sinon vous risquez même en réalité de tout abandonner. Il y a ça, et donc c'est un prix à payer, que vous devez payer pour réussir, sauf si vous ne voulez pas en réalité arriver à l'objectif que vous êtes assigné au départ. OK. Voilà, en réalité, si je comprends bien, je peux peut-être faire juste une petite simulation. Je pense que ce programme-là, je le suis depuis l'année passée. À la première édition, à ce que je sache de l'année passée, je pense qu'il travaille de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin. Est-ce qu'on se comprend? En réalité, c'est vers là que ce monde-là part. Et je pense que cette académie-là est là pour en réalité nous mener, nous amener en fait, nous jeunes en réalité, à accepter ce que ce monde-là nous demande en réalité. On n'a pas le choix. Tout le reste, c'est des excuses en réalité. Parce que tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête, c'est que vous pouvez le réaliser. Mais ça a un prix. Il y a un prix à payer. Il y a des efforts à fournir. Il y a une souffrance à endurer. Et d'ailleurs, même si c'est quelque chose qui vous plaît, cette souffrance-là est une joie. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Je comprends. Une autre question? D'accord. Et retenez juste, quitter de salarié à entrepreneur, normalement, c'est 8 heures. Ça, c'est dans la convention, en fait, dans le code du travail, même c'est 8 heures de temps de travail, c'est les 24 heures qui est exigé sur un salarié. D'accord? Au-delà, en réalité, de l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Donc, si on a 8 heures de 24 heures, il reste quoi? Il reste encore 2 fois 8 heures, 16 heures. Ces 16 heures-là, vous en faites quoi? Bon, peut-être vous pouvez vous renseigner. Je ne sais pas s'il y a certains qui sont un peu dans le domaine aussi de la comptabilité et de l'expertise, mais imaginez-vous, demandez-leur en fait l'exigence au niveau des cabinets d'expertise comptable et tout ça. Vous comprenez? Donc, mais ce n'est pas une raison en réalité. Ce n'est pas une raison parce que quand on veut quelque chose, on doit être prêt à payer le prix. Peut-être qu'il faudrait qu'on se dise les mots terre à terre. C'est comme de la même manière, comme on le dit nous jeunes. Vous voyez un peu, de façon terre à terre, certains sont prêts à subir beaucoup de choses pour les filles qu'ils aiment, pardon. Vous comprenez? C'est de la même manière. Quand en réalité vous extrapolez ça sur vos projets, vous êtes prêts à fournir des efforts. Même étant étudiant, il y a des gens qui dorment peu, qui travaillent beaucoup. D'ailleurs, même c'est la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui au niveau de l'université, parce que la plupart pensent que c'est encore comme au collège ou au lycée, qu'il faut s'asseoir, attendre des cours, alors que c'est en fait des études de recherche. Le plus important, c'est d'avoir le programme, donc c'est-à-dire ce que vous devez connaître pour quitter de cette classe à une classe supérieure. Donc le reste, c'est à vous de faire le travail. Vous comprenez, c'est des travaux de recherche, des nuits blanches et tout ça. Donc c'est la même chose. Donc ce n'est pas éternel, c'est une période sur laquelle il faut souffrir. Et après cette souffrance-là, il y a forcément quelque chose de potable, de clair qu'on va avoir. Les gens ont d'autres questions? Oui, pas de souci, je suis là. Je vois que Kevin Diarra, Jacques Poudjougou, Tidjane Konaté.
Je regarde dans le chat. Dans le chat, il y a Roca. Celle qui parlait, la dame qui a posé cette question, c'est qui? C'était Soukaina, non? Ah, ok. Connoté. D'accord. Cette dame qui non, bon, en principe, en fait, c'est la quête de la normalité qui empêche les gens de concevoir les véritables capacités humaines. Hein. Parce que la norme dit qu'il faut aller à l'école, avoir un diplôme, puis avoir un boulot. Donc, toute chose qui est différente de cette conception de la normalité-là, en principe, pour beaucoup de gens, n'est pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable parce que c'est différent de la norme. Effectivement. La norme, c'est faux, en fait, ça n'existe même pas. Il y a quelqu'un qui dit que si vous voulez comprendre la norme, pensez à l'araignée et à la mouche. Vous voyez, l'araignée, pour survivre, doit tisser sa toile. Ouais. Pour l'araignée, c'est normal de tisser une toile. Et si l'araignée ne tisse pas de toile, le liquide va en fait le tuer de l'intérieur. Ouais. Mais si une mouche passe par là et se retrouve dans cette même toile, la mouche meurt. Ouais. Donc, la norme, elle n'existe pas. Vous faites ce qu'il faut pour que vous surviviez. Donc, vous faites ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Hein. Je pense que Mimi a levé la main. Mimi. Oui, moi j'ai une question très simple, du moins. Quelles sont en fait les qualités d'un bon entrepreneur ou qui souhaite en devenir? En réalité, moi je vais vous dire, pour parler de qualité, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui pratiquement quand on parle de qualité de façon directement, on parle de soft skills en réalité. Des valeurs personnelles qui vont vous permettre quoi? Entreprendre, c'est gérer l'interaction humaine. C'est trouver en réalité une solution à un problème que rencontrent d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que c'est avoir une relation avec vos clients. Et quand vous arrivez à développer votre entreprise aussi, avoir une relation avec les ressources humaines que vous allez recruter. Donc, c'est là. Soumets le mic. Bon. Oui, je pense que c'est bon. Là, étant dit, il y a en fait des qualités humaines. Je ne me dis même pas que c'est des compétences, mais qui sont dans tout le monde. Il faudrait juste avoir la capacité de développer. Essayez en réalité de voir ce dont votre entreprise a besoin de vous pour croître, développer ces compétences-là. Ce sont des choses que on n'a peut-être pas forcément besoin de les avoir au départ. Parce que si entreprendre est lié à ça, vous risquez de ne jamais entreprendre. Mais au fur et à mesure de l'avancée, vous-même vous rendez compte en réalité qu'il y a des éléments en termes de, comment on appelle ça, de qualité personnelle que vous devez avoir. Si vous ne les avez pas, ça risque d'impacter en réalité sur l'évolution de votre entreprise. Et là, c'est pour ça que j'ai mis en certains points se former. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà, parce qu'en réalité, je comprends, parce que d'habitude, les gens vous disent que pour être entrepreneur, il faut avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence. D'accord. Vous comprenez? Mais je me dis que beaucoup de choses sont en réalité des prétextes. Selon moi, il y a deux éléments qui sont en réalité indispensables à avoir avant de commencer. Une connaissance dans la vente, savoir vendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est la vente en premier lieu. Deuxième lieu, pour parler de pérennité et de croissance, on parle d'argent en réalité. Capacité de gestion des finances de cette entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai dit le bon plan en partant depuis étant salarié, avoir une capacité à gérer ses finances personnelles va vous aider en réalité à gérer les finances de votre entreprise. Donc, je ne dirais pas qualité, mais je dirais plutôt des compétences. Ces deux compétences sont indispensables pour moi. Tout ce qui est qualité en réalité
les êtres humains-là, en réalité, c'est un choix qu'on fait. D'accord? Chaque être humain est bon et mauvais. C'est un choix qu'on fait en fonction de ses intérêts. Donc, être entrepreneur, on défend des intérêts. Et ces intérêts-là nous demandent forcément d'adopter un certain comportement qu'on peut développer en nous. Ça va? Oui, c'est très clair. OK. Bon. Des questions encore? Si je peux juste ajouter un petit truc sur ce qu'ils viennent de dire. Je pense que c'est important ce que vous avez souligné, mais je pense qu'il est aussi très, très essentiel de parler de l'innovation. Parce qu'on peut parler d'un entrepreneur sans parler d'innovation. C'est un peu sa raison d'être. Je pense que, voilà, pour être un bon entrepreneur, une des choses essentielles, c'est d'être innovateur. OK. Merci. Bon, je veux juste préciser en réalité que j'ai parlé d'innovation. Depuis le plan même, j'en ai parlé en réalité au deuxième point. Oui, je sais, mais là, avec la question de Mimi, c'est juste pour contribuer à la réponse. C'est pour ça, en fait. Okay. Bon, si je reprends peut-être ce que j'avais dit, ça va encore plus approfondir ce que vous venez de dire tout de suite, qui est un élément très important. Parce que j'ai dit en réalité qu'aujourd'hui, il est difficile de dire que vous allez en réalité créer quelque chose. C'est la plupart des choses sont déjà là. Mais vous allez plutôt innover. Innover, c'est quoi? C'est apporter en réalité un plus. Généralement, apporter une réponse à une question à laquelle le premier concepteur n'a pas réfléchi en réalité. C'est ça l'innovation. Améliorer quelque chose qui existe déjà. Donc, pratiquement aujourd'hui, tout ce que vous verrez être en train d'entreprendre, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Ils vont toucher peut-être une cible et que le premier ne touche pas. Donc, c'est-à-dire que la solution que propose la première personne ne répond pas aux besoins en fait, de cette cible-là. Donc, lui, il va exploiter, faire du benchmarking, utiliser ce qui existe déjà, mais innover en apportant une touche spéciale qui fait que ce produit est destiné à d'autres personnes. Ou bien on peut le faire aussi pour atteindre plus de personnes. Donc, c'est important ce qu'elle dit. En réalité, de nos jours, l'innovation, ça doit être une veille même en réalité. L'innovation doit être. Mais en réalité, dans un monde de destruction où vous n'innovez pas, en 24 heures, vous pouvez disparaître. Où aujourd'hui, vous allez voir dans peu de temps des choses qui coûtent, comme on appelle ça, 1 million, se voient en réalité destructées parce qu'il y a des produits substituts qui résolvent les mêmes besoins, qui coûtent pratiquement moins de 10% de ce prix-là. Ça arrive. Et vous le verrez dans peu de temps, par exemple, avec les universités que vous voyez, les universités physiques qui vont disparaître, où les gens payent 1 800 000, 2 millions, 3 millions pour passer un master. Mais dans peu de temps, vous allez voir qu'avec les universités virtuelles, avec 300 000 francs, souvent même 100 000 francs, vous pouvez passer un diplôme qui sera reconnu et qui peut vous permettre aussi de travailler ailleurs. Donc, par rapport à l'innovation, c'est indispensable et incontournable aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. On ne peut même pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'innovation. Et l'innovation doit être continue. Des questions? Bon. Je vois que il y a un silence maintenant. Je pense que le tour du sujet a été fait. Hein. Bon. Déjà à 1h17 de discussion, beaucoup de choses ont été comprises. C'était très intéressant. Moi, j'espère que tout le monde a appris autant que moi. Tout le monde a compris les règles. Hein. S'il y a quelque chose qu'on peut ajouter, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, la chose la plus importante
plus importante, c'est votre capacité à vous sacrifier. C'est la puissance de votre instinct de survie. Donc, que vous soyez, je sais pas, entrepreneur, salarié, tout ça. Il y a des gens qui ne rêvent de rien de tout ça. Les gens comme nous, là, on fait comme à nous. Si c'est... Rien de tout ça nous intéresse, nous. Tu ne nous as pas dit tout ce que tu fais. Mais je fais quoi? Moi, je suis bénévole. Je suis bénévole. Moi, sincèrement, je vois tout cet engouement autour de peut-être avoir un emploi ou créer une entreprise. Rien de tout ça ne m'intéresse. Moi, tout ce que j'aime, c'est servir. Tant que je me sens utile, ça va, quoi. Pour moi, c'est que ça, le noyau de la guerre. C'est servir. Bon, les deux aussi rentrent dans le même cadre, hein, en réalité. Les deux rentrent dans le même cadre. On peut bel et bien servir étant salarié comme étant entrepreneur. Les deux aussi rentrent dans le cadre. Ou comme étant simplement bénévole. Mais pourquoi aller dans ce sens-là? En fait, je comprends les gens, je comprends les concepts. C'est juste que ce n'est pas moi. Moi, ça ne me motive pas, en fait. Okay. Ouais. C'est juste ça. Aussi, vu que tout le monde aussi ne peut pas faire la même chose. C'est ça. En fait. Donc, il faut en fait cette diversité pour équilibrer les choses. Tout à fait. Et souvent, quand on essaie de faire comprendre ça aux gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une autre folie, mais c'est réel. On a besoin de faire comprendre aux gens forcément. Ouais, non, pas vraiment. Non, je pense que l'exécution de son plan correct, le résultat produit à travers cette exécution-là, les gens viendront vous demander comment vous avez fait. C'est exactement ça. Ben, en fait, ils demandent, hein, quand ils viennent, ils disent, mais comment tu fais ci, ça, ça, ça. Je leur explique. Après, l'explication leur semble incohérente. Bon, tout ça encore parce qu'il y a cet état d'esprit de normalité où tout le monde veut rentrer dans... Il faut forcément être dans une catégorie. Il faut forcément se classer parmi ce qui reste. Moi, par contre, c'est de l'innovation sociale, c'est d'innover la société. Par conséquent, les catégories existantes ne m'intéressent pas trop. Je travaille à créer une autre catégorie qui va pouvoir peut-être remplacer entièrement ce qui existe, parce que ce qui existe n'est pas satisfaisant. C'est vraiment pas satisfaisant. L'état actuel des choses, c'est pénible. Il faut bien que quelqu'un s'y mette pour changer ça. Je pense que c'est plus une question de logique et de compréhension, parce que ce n'est même pas en réalité une création, mais c'est une amélioration aussi. C'est encore une innovation, parce qu'aujourd'hui, il faut partir vers... C'est une forme d'entrepreneuriat aussi, chèque, parce que ça rentre plus dans le cadre d'entrepreneuriat social. Donc, pas exclusivement à but lucratif, mais comme on appelle ça, il faudra vivre. Donc, je pense que c'est une belle innovation. Il y a d'autres qui le font aussi, mais je me dis que le cadre de vouloir expliquer que les gens comprennent, bon, je me dis logiquement même un bon projet, c'est lorsque les gens ne vous comprennent pas au départ. Parce que quand on vous comprend, on sait exactement ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, je pense que c'est difficile de dire que c'est un projet de vie. Ça, c'est pratiquement du plagiat. Tout le monde comprend que quelqu'un a déjà fait ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est qu'ils appellent innovation ce qu'ils ont découvert avant les autres, hein, pas ce qu'ils ont ajouté à ce qu'ils ont découvert. Très fréquemment, moi, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup ce que les jeunes font, ce que les jeunes entrepreneurs font. Et, souvent, je me dis, mais dans 5 ans, il y a un problème extraordinaire qui va se poser au Mali.
Ah, si tu nous expliquais ça et que tu nous fasses et tu puisses nous faire un thème sur ça, ça va peut-être vérifier. Tout le monde n'est pas forcément, comment on appelle ça, dans la logique dont tu parles. Je pense que même ici, dans l'auditoire, il y a des gens qui sont prêts à comprendre et à prendre des décisions et puis assumer. Oh, c'est surtout ça. Hein. C'est que c'est depuis l'éducation, les gens sont éduqués à être confus, tu vois. On forme des gens confus depuis la maison. C'est les gens qui tripartouillent entre la logique arabo-musulmane, entre la logique occidentale et une autre logique issue des résidus de nos empires, c'est-à-dire de nos cultures, traditions et rites datants. Donc, dans leur circuit de réflexion, il y a comme une asymétrie en fait. Il y a une asymétrie entre la perception que l'on se fait des choses et comment les mécanismes interagissent réellement entre eux-mêmes. Donc, par contre, lorsque les gens créent des entreprises, c'est des entreprises qui vont se retrouver confrontées à un choc. Et les chocs, souvent, ce n'est même pas loin. Ce n'est pas bien loin. Par exemple, tu constates tout l'engouement autour de la transformation des produits locaux. OK. Supposons que un jeune Malien, il veut transformer. Par exemple, je vois beaucoup de jeunes femmes qui veulent faire les jus à base au moins industrialiser le dableni et tout ça. Tu vois, en matière de goût, par exemple, dans le domaine de la boisson, il faut être consistant. Quand tu achètes Coca-Cola une fois, deux fois, trois fois, ça a le même goût. Mais par contre, quelqu'un qui fait de la transformation locale ici, aujourd'hui, il a peut-être le da de Sikasso, demain c'est le da de Kai, le goût change, le produit n'est pas fiable. Tu vois? Et je me souviens d'un cours que j'ai eu il y a bien longtemps et quelqu'un m'a dit que si vous posez une entreprise ou si vous posez une activité sur des bases qui peuvent varier sans vous consulter, c'est comme si vous n'avez rien construit. Parce que localement, personne n'a un producteur qui peut faire 360 jours sur 360 jours. Ta matière première, elle n'est pas disponible au même endroit, venue de la même source, 360 sur 360. Donc, quand la matière première change, forcément la qualité du produit est affectée. Et le client va dire que oui, au long on a acheté, c'était bon, mais aujourd'hui c'est différent. Est-ce qu'à la tient? Et si tu regardes la narrative, on l'a tous entendu déjà, que quand un Malien commence un nouveau produit et que 6 mois plus tard, le produit change. Parce qu'au fur et à mesure que la demande grandit, en fait, la matière première devient difficile à trouver. Donc, il devient difficile de donner le même résultat en continuité. Alors que toutes les entreprises, par exemple, c'est un exemple, l'agroalimentaire, il y a plein d'exemples. J'observe et j'analyse ces choses-là. Je ne parle pas souvent de ça, mais j'observe et j'analyse. La plupart du temps, quand on crée ces entreprises, c'est en réalité des entreprises intermédiaires. C'est qui reçoivent du producteur, ils transforment et ils transmettent aux consommateurs. C'est intermédiaire. Maintenant, la source là n'est pas opérationnelle comme il se doit. Comment est-ce que l'intermédiaire va survivre? C'est une question peut-être que dans 5 ans, 80% des entreprises que nous voyons émerger dans ce secteur vont périr. Cela nous ramène en réalité chèque à deux niveaux. D'accord? Ces problèmes sont dus à 2 éléments. Le premier élément, c'est d'abord un problème de plan encore de planification. Oui. Oui, vas-y. Je n'arrive pas à te recevoir. Vas-y.
Je disais que cela nous ramène encore à deux niveaux. Le premier niveau, bon, en réalité, le second même se retrouve dans le premier, mais de façon exceptionnelle, on peut l'enlever. Le premier niveau, c'est le problème de plan, de planification. On peut commencer comme ils le font, mais il faudrait avoir un plan qui va nous amener en réalité à l'autonomie. L'autonomie en termes de quoi? De capacité de production et l'autonomie aussi en termes de, comment on appelle ça, d'accès à la matière première. C'est-à-dire capacité de production en termes d'automatisation du processus de production, comme tu l'as dit. Parce qu'en réalité, on peut démarrer en bas. Démarrer en bas, c'est souvent fonction des fonds qu'on a au départ. Ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir un plan. Parce qu'en réalité, il y a un élément extrêmement important en entrepreneuriat que les gens ne savent pas. C'est qu'à la fin, à la longue, dans le processus entrepreneurial, vous vendez, comme on appelle ça, une image, une marque. D'accord? Donc, il est important en réalité de développer cette image-là. Arrivé à un certain niveau, on ne peut plus tâtonner sur l'image. Donc, c'est là sous-tend qu'il faudrait avoir un bon soubassement. Ce soubassement-là, c'est pour ça que j'ai dit, le petit temps qu'on fait dans le démarrage, la capacité à pouvoir gérer ses finances personnelles, ses ressources. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'entrepreneur aussi sache que pour un départ, il n'est rien d'autre qu'un salarié de son entreprise. Que tout ce qu'il a n'est pas forcément à consommer. Que tout ce qui est investissement ne doit pas forcément venir de personnes externes. Donc, ça peut venir en réalité de la capacité aussi d'autofinancement de l'entreprise elle-même. Donc, c'est extrêmement important et capital. Donc, il y a cela qui va nous permettre de réinjecter tout ce qu'on aura gagné à travers l'activité, de réinjecter dans l'automatisation, comme tu viens de le dire, dans souvent pourquoi même production même de la matière première. Quand on parle d'agro-industrie, commencer par la formation, aller à, comment on appelle ça, à carrément l'achat des champs, commencer à produire, élargir en fait, chercher à avoir en fait un processus d'automatisation du processus. On se comprend? Donc, le fait d'automatiser va rendre en réalité une dynamique en réalité. Cette dynamique va nous permettre d'avoir les mêmes résultats. Parce que quand c'est automatique, il y a moins d'interventions humaines souvent dans le processus. Et moins il y a des interventions humaines, plus en fait on a la chance d'avoir le même résultat. Donc ces éléments, on peut le travailler à travers un plan, comme je l'ai dit. Il est extrêmement important d'avoir un plan. Et comment on appelle ça? Le second plan, comme je l'ai dit, ça vient, c'est ça l'image de marque, ça c'est les normes qualité. En réalité, c'est dont tu parles, il faut des normes qualité. Il faudrait que nous puissions aussi réfléchir à des standards en termes de normes de qualité. Et réfléchir à des critères, définir des critères, pouvoir s'organiser, travailler ensemble, mettre des processus en fait d'attribution de ces normes-là, mettre aussi des processus de contrôle de ces normes de qualité-là. Donc, en quelque sorte, c'est bel et bien possible. Je pense que personnellement, je ne suis pas de ceux qui vont s'appesantir sur le problème, mais je suis plus orienté solution. Je pense que ce qui tu dis est une réalité. Je l'admets, je suis un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat puisque je travaille, comment on appelle ça, je travaille avec des incubateurs. Donc, c'est là. Mais ce n'est pas un problème parce que pour moi, pour un début, nous sommes dans un environnement où, les jeunes ont envie d'entreprendre, mais n'ont pas les moyens nécessaires pour démarrer. Hein? D'accord? Donc, il faut faire avec les moyens de bord pour un début. Ce n'est pas mauvais, mais il faudrait accepter, comme je l'ai dit, de payer le prix. Il y a des sacrifices à faire. D'accord? Oui, oui. Allô? Allô, oui. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, il y a un réel problème, mais un problème auquel on a une solution selon moi. Selon moi, il y a une solution à ça. Il y a une solution, c'est simplement en réalité de développer en réalité la culture entrepreneuriale même. Sinon, il y a plus profond que ça, parce que moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, dire que toutes ces entreprises qui sont en train d'être créées, dire qu'ils vont se maintenir en étant seuls, avancer et grandir, ça va être difficile. Il faudrait qu'ils songent aussi à des processus de fusion, d'association. C'est vrai qu'ici, nous jeunes, nous aimons beaucoup aller en solitaire, mais c'est trop risqué. De un, c'est risqué. De deux, c'est difficile en fait de tenir sur la durée.
très difficile. Les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui sont le fruit souvent de 4, 5, 10 entreprises dont, en réalité, les entreprises que nous créons ne valent même pas 1% de chacune de ces entreprises-là. Donc, à un moment donné, il faudrait en fait essayer de converger les compétences, essayer de converger même les capitaux, créer des grosses structures, pouvoir être concurrentiel au-delà même de ce pays-là, comme on appelle ça, à l'étranger. Mais ça va être difficile que chacun fasse individuellement et atteigne cet objectif-là. Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. Mais il faudrait quand même que pour un départ, les jeunes aussi puissent évoluer seuls, démontrer leur capacité à travailler, tout pour gagner la confiance, eux-mêmes, entre eux-mêmes, gagner la confiance, voire définir les critères de collaboration et d'association. Ceux qui savent qu'ils répondent aux critères peuvent s'associer parce qu'on ne s'associe pas aussi à tout le monde. Donc, ce sont des problèmes qui sont réels, mais ces problèmes-là ont des solutions, je pense. Le plus important, c'est d'accepter qu'il y a un problème, en premier lieu. Second lieu, c'est de chercher la solution. Là, on trouve la solution. C'est en troisième lieu d'appliquer cette solution-là. D'accord. Je pense que ça rebondit à une question que Tidjane avait posée sur... Okay. Je ne sais pas si vous voyez la question. OK. Il demande si est-ce que dans le monde entrepreneurial, il est bien de coopérer avec un membre de sa famille. Vous savez, en fait, on ne peut pas définir de façon brusque ces genres de critères. S'associer à quelqu'un, que ce soit dans votre famille ou hors de votre famille, demande des critères en réalité. Ce n'est pas le choix de la famille qui est la question en réalité. C'est à qui s'associer. Moi, le conseil que je donne le plus, c'est de s'associer à des gens qui vous sont en réalité complémentaires et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Donc, il y a deux éléments. L'autre est contradictoire, mais l'autre converge. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a les mêmes valeurs, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, au finish, votre entreprise, ce serait en réalité une image que vous allez vendre. L'image sera forcément à la base de vos valeurs. Donc, quelqu'un qui ne partage pas ces valeurs-là, ça peut créer un problème dans le futur. Ça, c'est un secondo. On s'associe à quelqu'un qui peut nous aider à grandir, en fait. Donc, il faut se définir les critères, que la personne soit de votre famille ou pas. Si elle répond aux critères, on travaille. On travaille ensemble sur des bases. Ceux qui disent ne travaille pas avec tes membres de ta famille, pas forcément parce qu'il y a des gens dans ta famille qui peuvent être aussi sérieux, aussi rigoureux que toi. Parce que ne pas collaborer, ça veut dire que la personne peut vous empêcher en fait d'atteindre vos objectifs si vous collaborez avec cette personne. Donc, ce n'est pas la question de la famille en réalité, c'est la question de avec qui collaborer en fait, à qui s'associer. Oui, je pense que cette question elle est pertinente parce que les gens, généralement, ils se posent cette question en cas de difficulté. On ne peut pas, entre guillemets, attaquer un membre de sa famille ou voilà. Voilà, on ne peut pas faire ça directement. Tandis que si c'est une autre personne en dehors, on peut mettre en place des actions correctrices qu'il faut, voire traduire la personne en justice. Et un membre de sa famille, en Afrique, c'est assez complexe. C'est assez complexe à ce niveau-là. Du coup, je pense que c'est ça qui est un peu problématique, qui empêche les gens généralement à collaborer avec la famille. Je comprends très bien cette question en réalité. En fait, cette question-là nous ramène encore à ce que Cheikh dit, la normalité. C'est que les gens veulent savoir avec certitude si je vois à mon frère des compétences qui montrent qu'il est sérieux, qu'il peut travailler avec moi. En plus de ça, je veux être sûr qu'en aucune manière, il n'aurait un problème. C'est ça, en fait. Il n'y aura pas ça. Dans le plan, ce que j'ai dit, il faut des outils de contrôle, un tableau de bord qui va vous montrer. Et dans ce tableau de bord-là, vous devez incorporer les indicateurs qui vous montrent que vous êtes soit sur la bonne voie ou la mauvaise voie. Maintenant, si vous êtes sur la mauvaise voie, le tableau de bord peut vous permettre aussi d'avoir des schémas de correction, en fait, pour redresser la pente. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, définissez-vous des critères de collaboration avec votre associé. Si quelqu'un faute, il doit être sanctionné. On se comprend? C'est simple.
Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire cela à votre frère, ne collaborez pas avec lui, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans les critères. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne. Je pense que on a fait le tour. Ça a été très clair et très, très, très intéressant. Je vous demanderai si vous voulez bien conclure avec cette intervention. Pardon. Ok, donc pour conclure, permettez-moi d'abord de remercier. Chèque n'est pas le seul, je pense qu'il y a toute une équipe derrière cette belle organisation qui est l'association Youth for Change. Donc, ce fut vraiment un plaisir. J'ai beaucoup aimé le concept parce que le concept est purement africain, conçu chez nous par un Africain, exécuté pratiquement dans sa... Bon, je ne sais pas pratiquer, c'est dans sa totalité par les Africains. Je pense qu'il est temps qu'on puisse faire ça. On a beaucoup de choses à montrer parce que je pense qu'il y a des valeurs sûres en Afrique. Donc, ce fut vraiment un plaisir et un honneur d'échanger avec des têtes bien faites, si je peux me le permettre. Donc, merci beaucoup à vous de vous être distrait de vos augustes occupations pour m'écouter. Merci, merci à vous également. Le plaisir est pour nous. Merci beaucoup et on va dire que on espère que le chemin continue et que l'on continue ensemble dans cette diversité, mais vers l'objectif qui est de créer une meilleure nation et un meilleur continent. Et que, voilà, à chaque Mali, je pourrais te faire appel. Inch'Allah. C'est bien. Merci bien. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, par exemple. Le live. Je n'éteins pas, je refuse.